Une question véritablement captivante. Pourquoi les paysans russes ne portaient-ils pas de sous-vêtements autrefois? La réponse est bien plus profonde qu'elle n'y paraît au premier abord. Aujourd'hui, nous considérons le sous-vêtement comme absolument incontournable qu'il soit serré ou ample, confortable ou non. Il fait partie de notre quotidien, que ce soit au travail ou lors d'occasions festives, à la maison ou ailleurs. Les sous-vêtements peuvent serrer, être ôtés avec élégance ou maladresse, et finissent amassés dans des commodes ou des paniers à linge. Autrefois, il n'existait tout simplement pas de culottes en Russie, et les jeunes du village plaisantaient en tirant la robe d'une jeune fille par-dessus sa tête pour observer ce qu'elle dissimulait. Ces jeux étaient toujours accompagnés de rires retentissants. À la période du Nouvel An ou pendant les fêtes de Noël, on jetait du poivre sur le sol des chaumières paysannes. La poussière qui s'élevait provoquait des éternuements et déclenchait des vagues d'hilarité parmi les convives. Autrefois, les prêtres interdisaient les balançoires dans les villages, les jugeant source de divertissement inconvenant en l'absence de sous-vêtements. Comment se fit-il donc que le peuple de la Russie tsariste vivait sans sous-vêtements? Très simplement, ces pièces étaient jugées inutiles et même encombrantes, tandis que la vie sans elles était bien plus pratique. Les Russes n'avaient pas de temps à consacrer aux sous-vêtements, leur existence se fondait sur la course perpétuelle fuyant les Mongols ou les poursuivant, cherchant du bois ou échappant aux ours. En hiver, ils luttaient contre le froid, en été contre les tiques. Même un passage aux latrines devait être expédié avant l'arrivée d'un visiteur non invité. La priorité allait à la simplicité et à la fonctionnalité du vêtement, et les sous-vêtements n'étaient qu'un obstacle, ni la course ni le travail ne les exigeaient. Les paysans portaient donc deux chemises superposées. La supérieure, ornée d'ornements et de motifs réalisés par l'épouse, la sœur ou la mère, s'appelait sracha. Elle reflétait le statut social et l'attention de la famille. En dessous, on trouvait la chemise simple, non teinte, nommée srachise. La srachi accompagnait le Russe partout, pour dormir sur le champ de Kulikovo et à la bataille de Borodino. Après des affrontements sanglants, des milliers de vieilles srachis flottaient au vent, évoquant ceux qui les avaient portées. En temps de paix, c'était le premier vêtement qu'une jeune épouse apercevait lorsque son mari franchissait le seuil de la chambre nuptiale pour chercher le bonheur à ses côtés. La tenue masculine, elle aussi, ne comprenait initialement qu'une simple chemise. Mais avec les hivers rigoureux et les assauts des Mongols glacés, les paysans ajoutèrent des braies, appelés kalkozen, à leur garde-robe. Cet habit fut introduit dans l'armée de Pierre le Grand, où chaque soldat recevait des kalkozen d'inspiration européenne comme partie intégrante de son uniforme. Ainsi s'achève, pour l'essentiel, l'histoire des sous-vêtements masculins. Les pantalons de famille, ces braies amples dans lesquelles plusieurs personnes auraient pu tenir apparurent après les années 1930, comme la version soviétique de la traditionnelle srachise. Les sous-vêtements féminins, en revanche, sont à la fois plus simples et plus complexes, comme tous ceux qui touchent aux femmes. Tout y est plus délicat et finement réglé. Commençons par la podrubaïka, un vêtement semblable à une tunique russe ancienne. Élément central de la garde-robe féminine, elle offrait à la fois confort et praticité. À la différence de la srachise masculine, adaptée à tous les contextes fêtes de village autant que bataille, la chemise de nuit féminine n'était destinée qu'à l'intimité du foyer. Il était mal vu qu'une paysanne s'affiche ainsi en public. Le tissu léger soulignait trop la silhouette, c'est eux qui alimentaient les commérages. Une femme ne devait se montrer qu'en tenue complète, kokochnik, sarafan, jupe et cheveux soigneusement arrangés. Tout détail inapproprié était inacceptable, car l'apparence extérieure reflétait la modestie et l'honorabilité. Montrer ses sous-vêtements était jugé si honteux que les Cosaques refusaient de danser avec des femmes en jupe, craignant que ces vêtements ne rappellent une chemise de nuit et n'évoquent une trop grande liberté intime. On portait plutôt une jupe de dessous sous la chemise, dissimulant la forme du corps et préservant la décence. Pourtant, parfois, ces jupes supplémentaires cachaient un esprit espiègle. Les paysannes les ornaient de broderies coquettes gallinacées, petits chiens ou autres scènes amusantes pour taquiner leur chair et tendre. Parfois, elles restaient sobres, car l'imagination savait aussi exciter. Lors des sorties, on revêtait un sarafan et une jupe par-dessus ses sous-couches. Vu selon une perspective russe ancienne, rien de superflu ne se trouvait en dessous, c'est eux qui facilitaient grandement les travaux des champs, le vent ou le jardinage. À la maison, tous ces vêtements étaient retirés, jusqu'à ce que la paysanne ne garde plus que sa tunique, étendue sur l'oreiller parfois même sans le col savourant cette liberté. Alors où se trouvait la lingerie, très simple, dans les villages russes, elle n'existait pas. Les culottes firent leur apparition en France au XVe siècle, en même temps que les perruques, la langue française, les idées de Voltaire et les chansons de Bérongue.
Elles gagnèrent progressivement la noblesse russe et la cour des Romanov, mais demeurèrent hors de portée du peuple jusqu'au XXe siècle. Les tsars et aristocrates russes adoptèrent avec enthousiasme la mode française, y compris les culottes de soie, véritable symbole de raffinement et de prestige. Pour les paysans, de telles acquisitions paraissaient inutiles, et la lingerie resta un privilège de l'élite. Au début du XXe siècle, l'essor des usines permit la production de masses de culottes en coton abordables. Les hommes purent s'en équiper, mais pour les femmes cela demeurait un tabou. Dans les villages, cet habit était associé à des traditions étrangères et suspectes. Les vieilles femmes poursuivaient les jeunes filles qui osaient en porter. Avec l'arrivée de l'électricité et de la lampe Illich, les paysannes réclamèrent le droit au confort et à l'hygiène. La lingerie devint enfin accessible à toutes. La nouvelle ère libéra les femmes des vestiges du passé et intégra cette pièce dans le quotidien. La vie paysanne était parsemée de particularités et d'épreuves, surtout pour les femmes durant leurs règles. En ces jours, elles devaient dissimuler les processus naturels de leur corps et limiter leurs contacts sociaux. Selon d'antiques croyances, elles ne pouvaient participer aux cérémonies religieuses, toucher des objets sacrés ou manipuler certains aliments. Dans certaines régions, on isolait les femmes en cabanes séparées lors de leur menstruation pour éviter toute contamination rituelle. Cette tradition transformait un phénomène naturel en un stigmate de honte, contraignant des générations de femmes à subir gêne et humiliation. Les racines de ces préjugés résidaient dans l'ignorance de la biologie humaine et la foi aveugle aux dogmes religieux. La honte, née de l'ignorance, entretenait un système de prohibition transmis comme une norme intouchable. Le mariage, l'événement le plus important dans la vie d'un paysan, se célébrait souvent dans l'isolement et l'obscurité. Les jeunes épouses avaient peu d'occasions de se connaître véritablement. L'intimité était non seulement proscrite, mais entourée de tabous sévères. Dans les familles rurales, cela engendrait de nombreuses difficultés, notamment pour les jeunes femmes qui grandissaient dans le silence, incapables d'aborder ouvertement les sujets masculins. Les mères et les aînés enseignaient la maternité et la sexualité par allusion et rituels muets, évitant tout échange direct. Cette pratique laissait souvent les jeunes femmes avec un sentiment d'insécurité et de honte. Ainsi la vie quotidienne des paysans oscillait entre réalité physiologique et normes traditionnelles rigides. L'expérience historique du monde paysan rappelle comment les conventions sociales peuvent déformer la nature humaine, élevant l'interdit contre le nécessaire et faisant de l'indispensable un objet de honte.